L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50. Voici les titres à la une de l'actualité ce lundi soir. Les larmes sur les cendres à Mbam, les premières lueurs du soleil étaient celles des flammes. Dans la localité, 5 boutiques et une maison ont été dévastées par un incendie ravageur. La fureur du feu n'a pu être stoppée par les populations qui ont tout vu partir en fumée. Une année scolaire partie en fumée justement pour les candidats absents au probatoire. Dans le Mungo, plus de 10% des élèves appelés à braver cet examen ont manqué à l'appel ce lundi. Nous ferons à Douala et à Yaoundé également le point de cette première journée. Rejetés, exclus pour la couleur de leur peau, l'albinisme continue d'être jugé sur le continent comme un fait mystique. Ce 13 juin, les personnes atteintes de cette affliction disent non à la stigmatisation. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus au 19h50 sur Canal 2 International. 5 boutiques et une maison d'habitation réduite en cendres par un incendie à la gare routière de Kiossi. Les habitants ont tenté de stopper la progression des flammes, ceci avec des moyens de bord, des essais sans grand succès. Ce que nous racontent Samuel Bayra et Narcisse Enama dans cet élément. Les flammes s'élèvent vers le ciel. Cette nuit, à la gare routière de Kiossi, dans la pénombre, les hommes s'activent avec des moyens limités à éteindre le feu. Mais leurs efforts sont sans succès. Il y avait du feu dans la boutique, plus précisément sortant derrière le comptoir. Et moi et les riverains, on s'est mis au travail à battre, essayer d'éteindre le feu, tout premièrement en versant de l'eau, après du sable. Malheureusement, le feu avait déjà pris une grande ampleur. On a donc essayé, n'est-ce pas, de casser les autres boutiques, comme ces boutiques-là sont en matériaux provisoires, pour que les gens puissent évacuer leurs marchandises. Malheureusement, c'était un peu plus difficile qu'on le pensait. Beaucoup regardent nostalgiques. Les flammes réduire en cendres 5 boutiques et une maison d'habitation. 5 boutiques, un atelier de couture, une boutique d'alimentation, une provenderie, une petite quincaillerie et une autre petite boutique. Plusieurs sources ici évoquent la thèse des branchements non conformes. L'origine du feu, il est difficile de dire ce qui s'est passé, mais d'autres l'attribuent, n'est-ce pas, à la coupure de courant, aux coupures de courant intempestives. Parce que net après pendant qu'il pleuvait, on a coupé le courant. Il est revenu 2 fois après et nous pensons peut-être que c'est ça qui a été à l'origine du feu. Et surtout que vous savez que chez nous, les branchements dans les installations pareilles sont souvent aléatoires. On ne sait pas comment ces gens-là le font à l'intérieur. Au lever du jour, dans l'amertume, on tente de récupérer les restes. Le décor nouveau s'est improvisé. Tout est au recommencement. Le feu de la colère, cette fois-ci dans l'Adamawa, un lynchage évité de justesse au quartier Sabongarigar à Ngaoundéré. La libération de la principale suspecte d'un enlèvement a sorti les populations de leur gond. Du 23 au 27 mai dernier, une fillette disparaissait au grand désarroi de la communauté. La voisine, après enquête, est passée aux aveux mais est relaxée, ce que n'approuvent pas les populations en colère. Monique Naoussi Fosso et Abdoulaziz Dewa. Le quartier Sabongarigar Ngaoundéré est en ébullition. Les populations s'indignent en voyant Aïcha libre. D'après les premiers éléments d'enquête, à l'issue de l'enlèvement d'une fillette de 18 mois, il est établi que c'est elle, voisine de la victime, qui a procédé au kidnapping de l'enfant avant de la remettre à 2 suspects. Au terme de la reconstitution des faits, il se dégage que la voisine Aïcha se chargeait de fournir à manger à l'enfant
durant les 3 jours de captivité. C'est elle qui a pris l'enfant. Elle a donné cet enfant à ses complices. Ils ont réclamé une rançon colossale de 25 millions. Après avoir mené l'enquête, nous-mêmes, on a été d'abord soupçonnés. Vraiment soupçonnés. Par la grâce de Dieu, on a été disculpés puisqu'on a mis main sur elle. C'est elle-même qui a avoué. Des gens chevronnés, des gens responsables, libérer une voleuse, une kidnappeuse, une criminelle de ce genre, la laisser et venir se moquer de nous. Passage chez le procureur, 2 des 3 suspects sont déférés et Aïcha retourne au quartier en triomphe et nargue les populations, ce qui provoque leur courroux et ils décident d'en découdre avec elle à travers la vindicte populaire. Aïcha est sauvée de justesse par Aladji Bia, par ailleurs père de la victime qui continue de réclamer justice. Papa, il s'assit avec l'enfant ici là. C'est lui qui connaît mon enfant. Et je ne sais pas pourquoi on a libéré les malfaiteurs qui n'avaient porté mon enfant et remettre aux bandits. A-t-elle été relâchée pour comparaître libre? Les populations sont dans l'expectative. Aux dernières nouvelles, elle aurait quitté le quartier pour une destination inconnue. D'un acte criminel à un autre qui passe presque inaperçu, loin des regards, des individus s'attaquent aux symboles décoratifs, aux garde-fous de la ville de Douala. Ces pièces coupées sont revendues à des prix dérisoires. Pourtant, ces actes sont perçus comme résultant de la négligence des autorités. Samuel Baïha nous en dit plus. Dérobés des regards, les mêmes vandales détruisent sans scrupule ces emblèmes décoratifs de la ville de Douala. Des personnes mal intentionnées, des vandales, détruisent ces panneaux pour retirer la ferraille ou de l'aluminium pour vendre soit aux menuisiers métalliques, soit à toutes les personnes de la quincaillerie. Depuis le début d'année, nous avons constaté plusieurs dégâts. Et donc la mairie a pris la charge de pouvoir les réparer parce que d'autant plus quand vous avez en face de vous des personnes qui n'ont même pas assez de moyens pour pouvoir pallier à ces choses-là. Condamnés par le ciment, ces poteaux sont démontés à leur base par une scie à métaux. Des tubes principaux segmentés, puis emportés pour être revendus à vil prix. Accusés d'être des récupérateurs, les acheteurs des pièces métalliques se dédouanent. Nous ne sommes pas autorisés à payer ces biens. Nous savons qu'ils appartiennent à la communauté urbaine de Douala. Nous refoulons toute personne qui vient avec ces matériaux près de nous. Même au niveau du port, on nous les interdit de les avoir dans nos différentes livraisons. Et même nos partenaires sont très stricts à ce niveau. Partout dans la cité économique, cette anarchie domine les artères. Les autorités disent être préoccupées par ces actes de vandalisme. De mener une vaste campagne, davantage de sensibilisation, mais aussi de répression, pour mettre un terme à cela. Mais la rue est plus sévère dans ses réactions. La négligence des autorités et la paresse des pilleurs sont évoquées. Nos jeunes qui ne veulent pas travailler, et c'est inadmissible qu'on fait les garde-fous. Ça nous aide nous tous, et ils détruisent pour aller vendre. Voilà les choses qu'il fallait bien entretenir. L'aide de l'autre. Il n'y a pas de l'ordre, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Ce libertinage est aussi réprimé par la loi. Bien public, au fond, protection commune. Et dans les communes du Mungo, ce sont les routes qui posent problème. À Loum, circuler dans le centre-ville est devenu une équation difficile en raison des nids de poules de plus en plus présentes sur les routes. Les voies d'accès se dégradent par manque d'entretien. Les populations qui se disent lésées crient leur colère dans cet élément signé Arnaud Devarionda et Luciano Djakou. Des nids de poules qui se transforment en nids d'éléphants, provoquant des secousses interminables le long du trajet. Pour une distance de moins de 10 km en voiture, les usagers y mettent des heures durant. Nous sommes à Loum, dans le département du Mungo. Ce qui servait de route ici n'est plus qu'une simple appellation. Les populations expriment leur désarroi et appellent le gouvernement à l'aide. Si le gouvernement camerounais pouvait faire quelque chose pour notre belle ville Loum, quand il pleut, vraiment, nous, on n'arrive pas même à marcher sur nos routes. Malgré ce cri de détresse à l'endroit du gouvernement, certains habitants pensent qu'il revient à la municipalité d'arranger ces routes qui se dégradent quotidiennement
par manque d'entretien. Les forces même de maintien de l'ordre ne peuvent pas circuler aisément dans le cadre même de la poursuite des malfrats. Il faut dire qu'il y a l'usure du temps, il y a l'usure, le fait que les poids lourds également passent là-dessus. Ces routes ne sont pas entretenues comme il le faut exactement. C'est pour ça que nous pensons que c'est l'autorité municipale qui, n'est-ce pas, a l'autorité, n'est-ce pas, d'entretien sur ces routes et qui doit être interpellée là-dessus. Nous saisissons donc le maire pour avoir une idée claire de la situation. Celui-ci nous enverra rencontrer son deuxième adjoint que nous avons tenté malheureusement de rejoindre en vain. Rendu à son bureau, c'est un calme de cimetière qui nous accueille. Les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer sont condamnées à vivre ce calvaire en attendant la réaction du gouvernement. Ouvrons la page éducation de ce 19h50. Ce lundi marque le début des épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général au Cameroun. La ministre des enseignements secondaires était à Douala pour prendre le pouls du déroulement de l'examen. Nos reporters Titi Freeman et Henri Chindal l'ont suivi dans plusieurs établissements de la ville. Suivons plutôt. Présente dans la ville de Douala ce lundi matin, Nalo Valyonga visite les centres et sous-centres d'examen qui abritent les épreuves de probatoire de l'enseignement général débutées ce jour. Accompagnée des représentants de l'office du baccalauréat, la ministre de l'enseignement secondaire prend le pouls du déroulement de l'examen. Comme vous pouvez voir, tout se passe bien, comme nous le souhaitons. Et nous sommes fiers que les anglophones et les francophones sont en bonne collaboration, parce que c'est eux qui vont aussi gérer l'examen du GCE. Une descente sur le terrain qui s'explique par l'effectif des candidats enregistrés dans la région. Le littoral se positionne au deuxième rang en termes d'inscrits derrière le centre. Dans tout le pays, nous avons 525 centres et sous-centres concernés et 207 765 candidats. Au littoral, nous avons 82 centres et sous-centres et 44 814 candidats. Autant de candidats pour cet examen qui reste le passage obligatoire vers la classe de terminale. Nous vous le disions en titre, plus de 100 candidats absents dans le département du Mungo. Ils étaient 7500 à être attendus pour le début des épreuves. Faisons le point avec nos correspondants Arnaud Devarioda, Emmanuel Gomba et Luciano Djakou. Des bancs vides qui attendent désespérément les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général 2022. Nous sommes au sous-centre d'écrit du lycée bilingue de Melon. 17 candidats sur les 435 attendus ont manqué à l'appel de cette session, parmi lesquels Kevin Epenza, qui a rendu l'âme aussitôt qu'elle a regagné les rangs d'un des centres de formation de la gendarmerie, admise quelques jours avant le début de l'examen. Et selon nos investigations, à partir de nos propres élèves, beaucoup ont rejoint les centres de formation de la gendarmerie et de l'armée. Même équation au sous-centre d'écrit du lycée du Maningouba, qui a également enregistré un record lourd des absences. 15 candidats sur les 698 attendus. Et nous avons accueilli au total 683. Cela voudrait dire que 15 candidats n'ont pas... Ces multiples absences pour certains s'explique par la situation géographique de plusieurs établissements du département du Mungo qui offrent des atouts à l'insertion dans le corps de l'armée à de nombreux élèves, eu égard leurs conditions morphologiques et physiques. Ces multiples absences, comme vous pouvez le remarquer de par la nature, le lycée est situé au sommet, à quelques encablures du mont Maningouba. Ce qui fait que nos enfants sont plus prédisposés à la pratique des sports. Et ce faisant, ils trouvent un penchant pour l'armée. Au total, c'est plus de 100 candidats qui ont manqué à l'appel de cette session pour des raisons diverses dans le département du Mungo sur près de 7500 candidats attendus.
Le probatoire est considéré comme un des examens les plus redoutables, souvent qualifié de grand tri avant l'accès en classe de terminale. À Yaoundé, Maria Mazou et Conson Kamga ont fait un tour au lycée bilingue de Nkoleton. Reportage. Silence, ici on écrit. Bien concentrés, ces candidats affrontent depuis 8 heures ce lundi 13 juin 2022 les épreuves écrites du probatoire. Nous sommes au sous-centre du lycée bilingue de Nkoleton. Ici, sur les 1107 candidats en lice, on n'enregistre que 3 absences. Sous-centre du lycée bilingue de Nkoleton, pour le compte de cette année 2022, le probatoire de l'enseignement général a été bien lancé. Il n'y a aucun problème en termes de matériel, même en termes d'accueil des candidats et de la participation des enseignants, voire des surveillants. Les épreuves en braille sont arrivées pour les déficients visuels et dès lors ils sont en train de composer et tout se passe dans une atmosphère assez calme. Et je crois que quand il y a des petits soucis, les candidats se font expliquer et comprennent pour pouvoir continuer de manière sereine leur examen. Après 4 heures de réflexion face à l'épreuve de littérature, les postulants disent avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Elle était abordable, donc je n'ai presque rien à dire. Donc, on espère seulement que les prochaines épreuves seront aussi abordables que l'épreuve de littérature. On espère seulement que Dieu nous aide, c'est tout. Le début était abordable en littérature. Vu le matin, il y avait un peu de froid. Bon, vu l'épreuve, c'était abordable. Bon, et on attend l'épreuve d'histoire. Dès demain mardi, les épreuves se poursuivront avec au programme l'anglais et l'éducation civique et morale. À ces 2 matières, les candidats des séries littéraires ajouteront la philosophie et ceux des séries scientifiques, les mathématiques. Ils sont candidats à une meilleure considération, un autre regard. Ceux qui souffrent de la maladie héréditaire caractérisée par l'absence de pigmentation sur la peau. On parle de l'albinisme. Sur le continent africain, un enfant sur 15 000 est atteint. Les personnes albinos sont encore sujets de discrimination en tout genre. Mireille Flore des Fofotso. Wilfried Mwelembassi, le médecin généraliste. Nous l'avons rencontré ce 13 juin à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Il nous dit que les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau à cause de leur manque de mélanine. Une personne vivant avec l'albinisme qui n'a donc du coup pas de mélanine, qui est exposée au rayonnement ultraviolet du soleil à longueur de journée avec ce contexte de réchauffement climatique, est sujet à faire ce qu'on appelle des kératoses actiniques, ce sont des lésions précancéreuses, et des cancers de la peau. Les albinos font en général 2 cancers, le cancer basocellulaire et le cancer spinocellulaire. En plus du cancer de la peau, les albinos peuvent avoir une déficience visuelle permanente qui peut conduire à un handicap. Au quotidien, le docteur Wilfried Mbassi contribue à l'épanouissement et à la bonne santé de ses congénères à travers des conseils et autres traitements. Je profite de cette tribune pour parler du projet Albi Care for Cameroun. Nous organisons des campagnes de santé médico-chirurgicales. Qu'est-ce que nous faisons? Nous consultons gratuitement des personnes vivant avec l'albinisme. Nous les opérons aussi gratuitement parce que quand on a un cancer de la peau en général, il faut se faire opérer. Et nous distribuons des crèmes solaires, justement. Nous effectuons de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on fait des présentations sur l'albinisme et le cancer de la peau. À côté de ça, on fait des ateliers self-confidence et aussi skincare routine. Self-confidence parce que, vous savez, les albinos, on n'en parle pas souvent, mais il y a des petits problèmes sociaux liés à cette pathologie. Ce qui fait que les personnes avec l'albinisme, souvent, surtout les enfants, sont souvent peuvent être victimes de railleries. Et ceci peut entraîner des troubles psychologiques, psychiques, chez ceux qui n'ont pas un moral d'acier. Cette journée du 13 juin est l'occasion pour eux de faire entendre leur voix. Une maladie, un handicap, rien qui puisse vous empêcher d'être une reine de beauté. Le concours de beauté Miss Handicap Cameroun a couronné sa reine pour l'édition 2022. Des candidates aussi ravissantes les unes que les autres qui ont révélé leurs nombreux talents. Samuel Baïra pour les précisions. Tard cette nuit-là, dans cette 5e édition du concours Miss Handicap Cameroun, ces gestes de bravoure mouillent les visages de larmes.
des étoiles dans les yeux. La beauté de ces candidates est un trait de distinction. Sur scène, chacune rêve d'être la reine. Écoutez, pas encore assez. Parce que vous avez vu, la salle n'était pas pleine. On attend que les gens viennent nous soutenir, qu'ils soient présents, pas de bouche, que lui, on va venir vous soutenir et après, ils ne viennent pas. Il faut qu'ils viennent. D'abord, la présence, ça réchauffe les cœurs. Tenue, coiffure et intelligence, quelques aspects notés. Mais le plus relevé ici, c'est la valorisation de ces femmes. Des heures plus tard, la Miss et ses dauphines sont connues. Au travers de ce rang, toute ma famille est dans la joie. Pas seulement toute ma famille, les personnes en situation de handicap, tous ceux qui m'ont soutenu. Et par ailleurs, je sais que nous allons rester tous ensemble. Je voudrais lancer un programme de développement personnel pour personnes handicapées parce que je me suis rendu compte que le premier problème de la personne handicapée, c'était le fait qu'elle avait du mal à s'accepter elle-même. La couronne scintille sur les tresses de la nouvelle Miss. Mais le combat pour les droits des personnes handicapées reste une préoccupation. Et un autre combat, celui de la tradition ancestrale africaine qui est de plus en plus négligée. C'est du moins le constat fait par Félicité Mungan qui ce jour à Douala a donné une conférence de presse. La traditionnaliste et écrivaine repose son affirmation sur des études menées autour du déracinement et l'acculturation. Junior Ossin, Stéphane Binac pour plus de précision dans cet élément. Selon des études menées par l'écrivaine déesse Félicité Mungan et le docteur Marcel Simo, l'adéquation entre la modernité et la tradition est un réel problème pour l'Africain. On décide d'abandonner nos valeurs pour copier, pour embrasser les valeurs qui ne sont pas propres à nous et généralement même des valeurs que nous ne connaissons même pas. Mais on voudrait aux yeux de la société en faire la nôtre. La problématique de l'existence et de l'efficacité de nos traditions dans un monde en perpétuelle mutation est le prétexte de cette conférence donnée par la traditionnaliste déesse Félicité Mungan ici à Douala. Cette problématique porte sur un appel au retour aux sources. La source, c'est important, qui ne néglige pas les ancêtres. C'est vachement important. Certains vont aller dire, tel sorcier m'a fait loin et il... Le déracinement, l'acculturation même vivant loin du continent, cela est possible pour chaque Africain. Si vous me voyez dehors, quand je suis peut-être avec les Européens, vous ne pouvez pas imaginer que c'est moi. C'est le jour et la nuit, mais je ne laisse pas tomber mes ancêtres. Merci. Ma culture, c'est très important. C'est là que vient ma base, ma source, ma réussite et tout. Voilà, je leur demande cette grâce-là. Et après, je prie maintenant le grand Dieu, le divin qui est en haut, pour qu'il mette la main sur le reste. Mais d'abord, c'est eux. Donc revenez à la source. N'oubliez pas. C'est mon message aujourd'hui, c'est très important. Installée en Suisse depuis 1999, par son accoutrement et autres pratiques, l'écrivaine a su allier tradition et modernité. Cette prouesse lui a valu le titre de Mafeu chez les Balégo et chez les Bafans dans la région de l'Ouest Cameroun. Un repas typique tous les matins et pour certains une tradition. La vie chère n'a pas épargné ce qui est sans doute le petit déjeuner préféré du Camerounais moyen. Le plat de beignets haricots bouillis coûte désormais plus cher. Désormais, il faut dépenser plus pour des quantités au rabais. Constat effectué par Daniel Anissé-Boudier, Corinne Tassonquin et Raoul Goufo. Ici au quartier Etoudi, comme partout ailleurs au Cameroun, ce plat, c'est le BHB, les beignets haricots bouillis. S'il y a encore peu de temps, il était très couru car accessible et économique, le menu a pris du galon aujourd'hui. Entre deux tours de friture, Bijou la commerçante nous explique les raisons de cette flambée des prix. La farine est chère, c'est 27 000 le sac et on ne trouve même pas. L'huile vrac est à 2200, 1,5 litre. Le paquet de sucre à 800 francs. Donc on ne s'en sort plus. Même complainte chez Raïma, rencontrée à la gare routière d'Etoudi. Le problème des farines, la farine est trop chère. Et nous aussi on diminue, on essaie de diminuer le beignet pour qu'on ait aussi quelque chose, mais ça ne donne pas. Les clients aussi parlent toujours que c'est trop petit. Côté consommateur, c'est la déception totale. Les inconditionnels du BHB avouent leur tristesse face à des beignets qui ressemblent désormais à des billes.
et au bol de bouillie, dont le prix est passé du simple au double. On constate que les beignets sont devenus péchés. Avant, les beignets, si on achète ça à 25, mais c'était un peu plus gros. Maintenant, là, c'est petit. Nous sommes pauvres, on n'a pas l'argent, on ne sait pas comment on va faire. On diminue seulement un peu le farine aussi, pour que les enfants mangent, ça nous aide aussi beaucoup. Maintenant, les enfants qui sont à la maison comme ça, ils nous croient pour ranger. Avant tout, un peu de haricots avec le beignet, ils mangent. Ça nous sert tout au Camerounais. Le BHB, petit déjeuner de Biman, passe pour être un produit de luxe. Dès ce lundi, des mesures sont prises au niveau de la délégation départementale du commerce du centre pour soulager le panier de la ménagère. Objectif, que ce petit déjeuner local très prisé soit à la portée du Camerounais moyen et pour longtemps encore. Relations internationales, quelles solutions pour une paix durable à la frontière entre le Cameroun et la RCA? La question est au cœur des assises de la 5e session du comité ad hoc des frontières couplée à la 2e session de la commission mixte permanente de sécurité transfrontalière entre les deux pays. Des travaux de 3 jours qui permettront aussi d'évaluer les recommandations de la dernière session. Delphine Foncoutene et Bertrand Tsassé pour le compte rendu. Le Cameroun et la Centrafrique, c'est plus de 160 km de frontières en partage. La mauvaise interprétation des tracés, la disparition de certaines bornes, entre autres, sont à l'origine des confusions souvent enregistrées là-bas. Au niveau du département de Mbéré, précisément au niveau de l'arrondissement d'Ngaoui, il y a quelques petites portions qui sont de temps en temps réclamées, entre guillemets, par notre voisin immédiat qui est la Centrafrique. Vous vous souvenez également qu'à un moment, notre drapeau au niveau de Batari Bata a été descendu par un groupe de l'armée centrafricaine. Mais vite fait, nous avons rétabli la situation. Pour l'heure, on note une certaine accalmie au niveau de cette frontière, souvent sous la menace d'enlèvement avec demande de rançon, trafic d'armes et munitions, exploitation illicite des ressources et bien d'autres encore. Experts en sécurité et défense du Cameroun et de la RCA sont au labo depuis ce 13 juin à Yaoundé. Il est question de trouver des solutions concrètes pour une paix durable au niveau de la frontière entre ces deux pays. Nous avons déjà exploré plusieurs pistes. Il y a eu déjà des recommandations issues des premières rencontres qui ont eu lieu entre les deux parties, la partie camerounaise et la partie centrafricaine. Et ces recommandations-là seront évaluées, explorées aujourd'hui et trouver la bonne mesure, la bonne décision à prendre de manière à les mettre en exécution. 2 années après les assises de Berthois, ces travaux de 3 jours s'inscrivent dans le cadre de la 5e session de la commission ad hoc des frontières et la 2e session de la commission mixte permanente entre le Cameroun et la RCA. Toujours en relation internationale, un nouveau visage à la tête de l'Agence française de développement pour le Cameroun. Virginie Dago remplace Benoît Lebeur. La nouvelle directrice a été présentée ce lundi au ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire. Occasion de faire le bilan d'une coopération dense et multiforme. Janice Kamga, Serge Alain Zipou. Benoît Lebeur aura passé 4 ans à la tête de l'Agence française de développement pour le Cameroun. Parvenu au terme de son mandat, il présente sa remplaçante, Virginie Dago. Il tient surtout à justifier les près de 750 millions d'euros engagés depuis son arrivée au Cameroun en 2018. Dans la santé, avec le chèque santé, plus de 260 000 femmes qui ont bénéficié d'un accompagnement dans leur période de grossesse et d'accouchement. Je pense que c'est quelque chose de très encourageant. Plusieurs centaines de milliers de jeunes qui ont été formés, conseillés dans le monde agricole, des exploitations familiales agricoles qui ont été appuyées. Des projets concrets également sur le plan des infrastructures, avec plus de 4 800 salles de classe construites dans les capitales régionales comme Bafoussam, Berthois, Garoua ou encore Bamenda. C'est donc un portefeuille dense dont Virginie Dago devra poursuivre la mise en œuvre. Je n'ai pas déjà un programme. Là, cette semaine, je suis là pour écouter, pour mieux comprendre les enjeux du groupe AFD au Cameroun et puis pour profiter de l'expérience du directeur qui va bientôt partir. La nouvelle directrice arrive avec une longue expérience au sein du groupe AFD, un poste qu'elle occupait déjà à Maputo, au Mozambique. Des compétences acquises également dans le secteur privé et qu'elle mettra à contribution.
La France est au cœur de l'actualité à l'international. Le match est serré entre la coalition présidentielle et la gauche au premier tour des législatives tenues hier. Pendant ce temps, le président français participe au Salon international de la sécurité dans un contexte de guerre en Europe. Lille Piedjou, Calvin Tekam signe Escale Monde pour nous ce soir. Emmanuel Macron demande une réévaluation de la loi de programmation militaire au moment où la guerre est de retour sur le sol européen. J'ai demandé au ministre, au chef d'état-major des armées de pouvoir mener dans les semaines qui viennent une réévaluation à l'aune du nouveau contexte géopolitique de cette loi de programmation. Ce travail donnera lieu, et j'y reviendrai dans quelques semaines, à une nouvelle planification de nos travaux et un investissement dans la durée clair et fort de la nation pour pouvoir accompagner ces bouleversements du monde, consolider notre modèle justement d'armée complète, mais aussi nous positionner encore plus fortement sur l'évaluation à la fois de la menace, mais les réalités que nous sommes en train de vivre, aussi bien sur le théâtre sahélien que dans cette guerre de haute intensité revenue sur le sol européen. Le Salon international de la sécurité est en cours en France. Les acteurs du secteur de la défense se retrouvent après 4 années d'absence dans un contexte de dépenses militaires en hausse accentuée par la guerre en Ukraine. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est de coller à la menace. Et la menace, ça nécessite effectivement d'avoir des rétextes de nos missions, des rétextes de ce qui se fait à l'étranger, de ce qui se fait en France et d'être toujours au fait de pouvoir répondre présent pour sauver des vies et donc adapter nos modes d'action en fonction de la menace. La menace concrète qu'on peut avoir, effectivement, on a toujours dans le scope la menace terroriste, bien entendu. Alors la menace terroriste qui est multiforme, hein. On peut entendre de l'islamisme radical, mais ça peut être également des mouvements radicaux de tous bords. C'est nos menaces. Nos menaces, c'est également tout ce qui est prise d'otages, des forcenés et bien évidemment la lutte contre les gros réseaux criminels avec des missions de police judiciaire au travers de trafic de stupéfiants, trafic d'armes ou alors extorsion. Les enjeux restent en fait toujours les mêmes, assurer la protection des personnalités dont on nous confie la protection. Bien sûr, on connaît le RAID par son volet de mission intervention, mais la protection fait vraiment partie des missions du RAID. Donc l'enjeu principal, c'est de nous adapter à la menace, puisque toutes les missions de protection sont différentes. Si je prends un exemple, les drones, il y a encore quelques années, on n'en parlait pas. C'est devenu une menace, c'est devenu quelque chose que nous, on utilise également pour nos missions, notamment pour la surveillance. Donc il a fallu prendre en compte ce volet drone et maintenant, aujourd'hui, on a des groupes du matériel dédiés à la lutte anti-drone. La coalition présidentielle et la gauche font jeu égal au premier tour des élections législatives françaises. Pour les électeurs, c'était attendu pour les uns et dramatique pour les autres. Tous les sondages donnaient ces résultats, donc c'est à peu près ce qui est attendu, c'est-à-dire que la majorité présidentielle est en tête, NUPS est tout près derrière. Ça va faire une assemblée un peu compliquée pour gouverner. Je suis assez satisfaite, on va voir ce que ça va donner. Et puis après, ça reste de la politique. Il y a la façade, ce que vous dites, et après, quand vous êtes si tenté qu'ils arrivent vraiment à... Après, on va voir le deuxième tour. Mais je suis quand même assez étonné qu'il y ait autant de gens. Moi, je comprends que les gens qui sont très très pauvres votent Mélenchon. Et la classe moyenne va en prendre un coup, je pense. Une cohabitation, on peut s'attendre peut-être à un peu plus de pouvoir, de jeu de rapport de force. Et ça peut être intéressant de pouvoir analyser ça. Bon, il ne faudrait pas entrer dans une crise perpétuelle comme on a connu un peu sous la 4ème République. C'est courage Fillon, en fait, je pense qu'on est des millions de gens à se dire mais en fait, il faut quitter la France. Il faut quitter la France. Sauf qu'on ne va pas le faire. A priori, non. Mais c'est absolument dramatique. Une carte animée représente les candidats arrivés en tête par circonscription selon les résultats compétents du ministère de l'Intérieur. 577 députés seront désignés au terme de ces législatives pour une durée de 5 ans.
C'était là l'essentiel de l'actualité au Cameroun et dans le monde. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 19h50 sur Canal 2 International. Je vous invite d'ailleurs à rester connectés sur la chaîne Leader pour la suite de nos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.